installé en Haïti dans les années, fin des années 70, donc début des années 80. Il a connu les grandes années du tourisme haïtien et avec des tours opérateurs internationaux. Il a ensuite fermé ses portes. On l'a réouvert sous l'enseigne du Club Indigo. Et on a œuvré pour remettre Haïti sur la carte touristique internationale grâce à l'aide du ministère du Tourisme qui vraiment s'est investi énormément. On a pu faire revenir les tours opérateurs internationaux dans les années 2015 et on a eu de très belles années. Malheureusement, comme l'a dit M. Compère, il y a eu tous ces événements depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il y a eu je ne dirais pas une escalade, mais une dégringolade de tout notre secteur. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est vraiment à l'arrêt. Et heureusement qu'il y a quand même des industries, enfin le Grand Nord fonctionne, le Sud fonctionne aussi, mais beaucoup d'industries sont vraiment inaccessibles. Et les axes routiers ne sont pas accessibles. Et aujourd'hui, effectivement, cette industrie est quasiment à l'arrêt. Nous, dans le secteur touristique, nous croyons vraiment à cette relance du tourisme. Et cette relance du tourisme, de toutes les manières, ne pourra pas être faite sans sécurité. Donc c'est une chose claire. Et tant qu'on n'a pas trouvé des actions sécuritaires pour remettre la sécurité, on ne pourra pas relancer nos établissements. Maintenant, les initiatives pour la relance sont intéressantes. La circulaire de la BRH est intéressante. On a fait un atelier depuis le mois de juillet avec le ministère du Tourisme. Aujourd'hui, on est au mois d'avril. Et on ne peut pas encore mettre en application tout cet encadrement et toutes ces réformes. Et entre-temps, toutes les industries sont en train de dégringoler. Les emplois sont perdus et la population est aux abois. Donc, je vous félicite tous pour votre engagement et pour votre optimisme et que nous avons et que nous tenons à avoir aussi. Et c'est pour ça que nous sommes toujours là. Mais je dois vous dire que ce secteur est vraiment aux abois. Et on a vraiment besoin de votre accompagnement. Et ça n'est pas juste dans les présentations, juste dans les paroles, juste dans les circulaires qui sortent. Il nous faut cet accompagnement. Et le secteur privé veut travailler, a toujours travaillé avec le secteur public dans ce domaine. C'est un secteur qui est vraiment transparent parce qu'il engage toutes les chaînes. Et comme vous le dites, Monsieur le ministre, c'est un secteur multisectoriel, c'est pas transversal, il est multisectoriel. Et l'avenir d'Haïti, c'est dans le tourisme. C'est de remettre Haïti sur la page touristique internationale. Aujourd'hui, on est en deuil au niveau national. On a une ministre du Tourisme qui a beaucoup œuvré pour le développement touristique d'Haïti. Une des opérations hôtelières qu'elle dirigeait a été vandalisée. Donc vraiment, on ne sait pas à quel sein se vouer. Et on sait aussi que vous êtes tous désemparés par rapport à toute cette situation, mais il faut agir et il faut agir vite. Donc, on n'a pas le temps d'encore évaluer les moyens pour encadrer les entreprises. Il y a des entreprises qui sont aux abois, des petites industries, des plus grandes industries, et on compte sur vous, vraiment, pour être notre porte-parole auprès du gouvernement. Je vous remercie. Merci, Madame Nadal. Nous ne cesserons de rappeler effectivement que la Côte des Arcadais est sévèrement frappée et affectée par la crise dont on parle, pour avoir un ensemble d'installations hôtelières, dont la très importante installation des Cameroun, qui remonte à plusieurs années déjà, qui est passée sous plusieurs concessions et que nous devons tout faire pour maintenir et garder en vie, en dépit des difficultés. Donc, comme vous le savez, le MDT est à vos côtés. Et pour cela également, nous pouvons compter sur l'appui d'autres institutions sectorielles, dont le ministère du Commerce et de l'Industrie, et bien entendu la BRH et le MEF, dans les mesures qui peuvent être prises rapidement. Donc, merci de votre intervention, Madame Nadal. Et pas d'autres questions et d'intervention dans la salle? Bonjour tout le monde. Et nous sommes Gladys Méjean et le Paradis haïtien. Moi, j'ai
Junior l'a mis ensemble avec moi. Je voulais commencer par féliciter le ministère et pour l'initiative là. Depuis fin 2024, nous avons participé dans l'atelier là et je dis à nous présenter le travail là. Et merci M. Compère pour la présentation qui s'est faite là. Et puis moi, saluer différents acteurs, institutions qui participent dans le travail comme ça. Bien sûr, nous avons besoin de travail comme ça. Et c'est parce que c'est vraiment important. Et vous avez dit ça là, Fidji. Nous ne pouvons pas prendre décision sans données, nous ne pouvons pas prendre décision sans statistiques. Et Madame Lansot fait une intervention tout à l'heure pour dire que nous avons besoin d'agir vite. C'est très important. Il y a une chose qui va différencier le travail, ça, que nous dit qui est très important, c'est l'action. Qui ça après? Est-ce que ça a un énième atelier? Oui, effectivement, nous avons besoin d'atelier, ça est très important. Mais il y a une chose qui va vraiment faire la différence, c'est l'action. Action par rapport avec les recommandations qui faites, justement. Et je me rappelle, dans la dernière intervention que j'ai faite dans le dernier atelier, le Paradis haïtien qui organise des tournées à travers le pays, que ce soit avec haïtiens ou bien étrangers depuis 2018, et même avec un tour opérateur que nous connaissons qui frappé et malheureusement par la crise qui a toute tête et dimension. Nous avons parlé de comment nous-mêmes, comme acteurs, nous avons essayé d'adapter nous avec la situation. Dans la tournée que nous organisons à travers le pays, nous allons au Cap, et on a parlé de Grand Orlan, nous allons dans le Grand Sud, tout ça, et nous-mêmes nous basons Port-au-Prince. Nous avons expliqué comment c'était très difficile pour nous aller au Cap, que ce soit à terre, que ce soit en l'air. Donc, on ne peut pas aller au Cap, on ne peut pas aller dans le Grand Sud. Là. Et pour nous adapter, nous avons un tourisme montagne que nous avons essayé pratiquement de développer. Côté que grand pile dans nous qui connaît et parcours ça, nous faisons pile parcours 15 coffres et dernièrement m't'a dit ça. Côté qu'on a quitté 15 coffres pour nous aller Jacques Mel à pied dans 2 jours et que y en a qui vraiment fait nous mal, c'est parce que les a fait expérience ça yo, son expérience touristique et puis nous avons regardé malheureusement monde qui besoin aller dans le sud-est par exemple, est obligé de faire route ça. Mais on pas faire dans objectif touristique non. Mais c'est parce qu'il y a fui insécurité tout ça. Donc ça te fait nous mal comme acteurs parce que nous-mêmes nous faisons justement pour nous montrer que un bagage qui a fait là, nous avons exploité le tourisme montagne là. Mais sur tout réseau, nous avons dit OK, les gens qui ont fait parcours ça, c'est les gens qui a fui situation difficile qui n'importe au prince tout ça. Ça te fait mal en pile. Et malheureusement, nous prenons ça comme un exemple récemment que nous avons essayé d'adapter nous avec la situation. Mais qu'on nous connaît comme la situation est qu'on a. Donc ça veut dire que nous ne pouvons pas faire parcours ça encore. Ça veut dire que nous ne pouvons pas faire circuit ça encore. C'est justement ça confirmer et niveau urgence que ça a gagné parce que ça a venu plus mal, la situation a venu plus mal. Donc il est très important pour nous après un si bel atelier comme ça, un si bel travail, une si belle étude comme ça. Donc qui ça a fait la différence là? Quelle action il va poser? Et m'a parlé là avec un pile frustration, même avec un pile dans nous frustrés. Et nous pas besoin de parler des secteurs encore, le prouver tête comme un pilier pour le développement pays, qu'il soit n'a parlé un pile fois, parler de potentiel naturel que nous gagnons. Mais nous avons histoire, nous avons toute qualité de ressources que nous sommes capables d'exploiter, de richesses que nous sommes capables d'exploiter. Mais qui est l'action qu'il a posée? C'est très important. Donc, qui est? Bon, une question ça, donc c'est question ça que je me pose. Après, on si bel travail comme ça, donc qui est la différence là? Qui est l'action qu'il a posée? Donc, nous-mêmes, comme acteurs, nous là, nous avons essayé le plus possible pour nous adapter nous avec la situation chaque jour. Nous essayons, mais nous avons besoin de l'État lui-même pour créer des conditions pour acteurs ça, certainement capables de continuer à jouer le rôle qu'ils ont pour jouer dans ce sens. Oui, nous sommes capables d'essayer le plus possible, adapter nous, résilients le plus possible, mais d'un côté qui est privé, nous ne sommes pas capables encore, si toutefois l'État, si toutefois dirigeants nous
pas prendre responsabilité pour eux prendre, certainement pour nous-mêmes acteurs nous jouer rôle par nous dans ce sens et que effectivement avec fierté que nous sommes capables de dire secteur ça sont secteur qui est fondamental pour le développement du pays, mais nous sommes capables de compter sur lui à travers action que certainement dirigeants nous concernés certainement pas le gain pour opposer tout ça. Mais l'autre fois c'est un très bel travail et nous connaissons qui ça peut différencier travail ça action. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, m'estimer que l'important, après 2 interventions, ça pour m'attirer l'attention sur 2 bagailles. Premièrement, moi je dit tout à l'heure dans le propos d'introduction, ça qui fait force, il y a un bagage qui fait force tourisme, c'est lui-même tout qui est un facteur de fragilisation. C'est la multisectorialité. C'est parce que son industrie multisectorielle qui fait que, depuis nous voulons développer le tourisme, automatiquement, les secteurs, les différents secteurs de l'économie vont avec. Si vous voulez développer le tourisme, et moi je dis là avec une blague récemment, mais il y a toute valeur, si vous voulez développer le tourisme, même soleil là, nous besoin qu'on ait degré soleil là, pour mon Dieu qui venir, qui c'est pour soleil là ou venir. Donc besoin qu'on ait qui ça mon Dieu a manger, dans quel hôpital il pour aller, besoin qu'on ait route comment est-ce qu'il y a transport pour mon Dieu et besoin qu'on ait aéroport comment hôtel comment qui loisir gain, besoin qu'on ait tout ça. Mais ça fragilise les touristes parce que quel que soit secteur que moins gagne un déficit là-dedans, automatiquement, il affecte les touristes. Je dis, si pour une raison ou pour l'autre, donc il y a des problèmes phytosanitaires, si pour une raison ou pour l'autre, manger, mon y a manger, pas de problème en Haïti, automatiquement, on a le pays qui dit, oui, pas venir en Haïti, l'on vient pas de qualité manger pour manger. Et ça, il faut que nous tenions compte de lui pour la nécessité d'avoir des actions concertées et la nécessité de continuer à développer la synergie dans l'économie haïtienne. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, que je me en pile dans tous les 2 interventions que je fais là, c'est l'appel à l'action. Et l'appel à l'action rejoint et justement les efforts que nous sommes en train de consentir aujourd'hui au ministère du Tourisme. Parce que nous sommes arrivés à un point où nous ne parlons plus de projet, mais nous parlons de chantier. Et nous disons que dans la stratégie de relance que nous sommes en train de promouvoir, il y a lieu de considérer la mise en chantier du pays en considérant le tourisme comme levier, comme traction. Parce que nous voulons faire le développement de l'économie touristique, parce que nous voulons attirer des investisseurs, et bien nous allons faire la mise en chantier du pays pour préparer l'espace. Et aujourd'hui, toute la stratégie qui est en train d'être mise en œuvre au ministère, et ceci depuis bien avant que je devienne ministre, le ministre Nazar qui est là refusé pour la parole matin, mais bien avant, toute cette stratégie que nous sommes en train de mettre en œuvre tourne justement autour de ces actions concrètes, au-devant même de la promotion de la destination touristique que nous sommes, j'aime à dire, au-devant même de la promotion de cette destination touristique, nous mettons un point d'honneur à développer l'offre touristique et à aller vers des constructions solides. Parlant de constructions solides, il y a les aéroports. C'est déjà inscrit dans le budget rectificatif, dans le projet de budget rectificatif 2024-2025. Donc, demain matin, le budget a sorti. Nous autres, parmi les chantiers qui nous intéressent dans l'action, c'est l'accueil dans les différents aéroports. Et je suis encore en train de regarder les recommandations qui sont formulées dans ce rapport. Je vois au point 5 à la page 31 la valorisation du patrimoine et le développement d'un tourisme durable et différencié. Sur le parc national historique dans le Nord, Citadelle, sans souci, les Ramiers, je dois faire cette précision à chaque fois. Sur le parc national historique, et je dis, nous avons inscrit un ensemble de chantiers pour améliorer l'accueil et
créer les conditions d'une meilleure expérience touristique pour les visiteurs. On n'est plus au niveau de la promotion, on n'est pas, ou si vous voulez, on n'est pas au niveau de la promotion et se disant, nous sommes au niveau de construction à faire pour les kiosques d'accueil que nous avons. Donc c'est blocs qui peuvent mettre, c'est ciment qui peuvent mettre. Et nous sommes dans l'organisation de la gestion même de ce site touristique. Et c'est un travail concerté avec le ministère de la Culture et le ministère de l'Environnement, le ministère du Commerce et toutes les autres entités qui sont concernées. Comprenez que le tourisme, pendant longtemps en Haïti, n'a pas été considéré comme, et à tort bien sûr, n'a pas été considéré comme un espace de développement de l'activité économique. Le tourisme a toujours été considéré beaucoup plus comme un espace de valorisation de ce que nous sommes, un espace de fierté, etc. etc. Mais aujourd'hui, nous autres, nous voulons voir l'aspect de développement économique qui est au cœur du tourisme. Et parce qu'il s'agit d'un levier, d'un palier de développement de l'économie nationale, il nous intéresse de développer des modèles d'affaires autour des sites touristiques. Il nous intéresse, par exemple, de développer un modèle d'affaires qui permettrait de considérer ce parc national historique que je viens de citer comme un business. Et c'est ça pour lui, c'est pas un espace côté mon vini, ou bel bagay, Christophe, etc. Son business lié. Son business. Et parlant de ce système de gestion sur lequel nous sommes en train de travailler avec, entre autres, le SIAD, c'est l'une des actions concrètes sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Ce pour vous dire que cela rejoint à point nommé le travail que nous sommes en train de faire. Mais je veux profiter de ce micro pour attirer votre attention sur une chose particulièrement importante. Le fait que déjà vous ne voyez pas l'eau dans le récipient ne veut pas dire qu'on est en train de qu'on n'est pas en train de mettre l'eau dans le récipient. La situation que nous avons en Haïti, elle est particulière. L'eau n'a pas été dans beaucoup de là, il faut qu'elle arrive à un certain niveau pour elle. Et j'ai lancé un appel tout à l'heure à la responsabilité et à la solidarité. Responsabilité et solidarité qui vont marcher de pair avec le sérieux. Nous ne pouvons pas continuer à orienter l'opinion publique dans le sens de la destruction de ce qui est bon pour la nation. On ne peut pas, à ce moment aussi critique de la vie nationale, on ne peut pas continuer à se mettre en face de la population. Si nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas dire que pas de travail qu'on fait, parce que chaque fois que nous faisons ça, nous détruisons la population. Avec ça qui passé hier, moi je suis en colère, je l'ai dit ce matin, je continue de le dire, je suis en colère que nous pas continuer à détruire le pays, pas détruire ça qu'on fait, pas détruire personnalité, pas détruire image, pas détruire image institution, pas détruire image ministère. On nous assure nous plutôt que nous encourageons le travail qui a fait à tort et à travers. 14 avril, c'est la première grande formation et que la Fédération nationale déléguée des villes qui s'est fait dans deux villes. Et nous réunis dans Marriott pour que nous soyons capables de faire la première formation pour déléguer des villes. Et jeudi, nous remercions chaque membre de la presse là, ils ont bravé route là pour être capable de venir rendre ça fait effectif, permettre à la grande population capable de voir ça qui passe. Donc, qui s'allie pour nous, délégués des villes, ils ont gagné au moins 8 ans depuis qu'ils ont sauté dans l'élection. Et nous connaissons qui ça, assemblée territoriale, qui ça, collectivité à faux. Parce que le peuple haïtien est sorti en 1986, ils ont voté en constitution. Et les gens qui ont écrit la constitution, ils ont eu un pile bon bagay. Ils ont dit qu'ils sont sortis dans une étape difficile, ils ont fait une transition. Il faut que la section communale joigne pas dans le gâteau. Habitation joigne pas dans le gâteau. C'est ça que fait venir avec AZEC qui est l'Assemblée section communale. Et ils prévoient encore pour que gagne AM qui c'est Assemblée municipale.
yo prévoit encore dans la Constitution pour gagner AD qui c'est Assemblée départementale. Yo gagné encore dans la Constitution qui dit CD Conseil départemental, CID Conseil interdépartemental. Donc c'est une façon pour que une décentralisation globale totale qui fait pour que moi-même qui la journée aujourd'hui dans ça que nous trouvons nous là pour nous pas là-dedans. Si richesse pays a été distribuée, champ constitution dit là, pas de misère ça, pas de problème ça. Tout le monde a pas l'école, tout le monde a pas apprendre, tout le monde a gagné moyen, yo pas et privé de droits fondamentaux qui constitution ba yo pas privé journée aujourd'hui là. Donc nous ouais 40 dernières années ça yo mauvaise décision inappropriée que le gouvernement antérieur yo prend permettre que nous-mêmes journée aujourd'hui à permettre des centaines de milliers de places internes. C'est cause des mauvaises décisions que yo prend. Nous profitons de l'occasion ça pour nous demander à conseil de transition. Dans le passé, c'était sénateurs, députés qui pas jamais voulu assemblée territoriale yo fait. Étant donné pas gagné ni sénateur ni député pour bloquer question assemblée territoriale c'est un moment décisif pour que transition nous lancer appel encore nous réitérer appel encore en membre collé à transition pour yo capable prendre un arrêté un décret pour yo nommer assemblée territoriale avec délégués qui existaient là. C'est pas une bagaille qu'il a fait qui a prêté dans mémoire peuple haïtien. Lorsque le conseil présidentiel là prend décret ça, li nommé assemblée territoriale. Qui sa constitution te dit? Assemblée municipale yo gagné pour yo nommer juge dans le tribunal des pays. Assemblée départementale yo gagné pour yo capable nommer juge qui peut aller à la cour des cas, à la cour d'appel. Participer. Donc, ce qui a été fait, rien. Nous, qui ça va justice, nous, li au sol de un groupe de monde. Parce que juge n'a pas gagné indépendance. C'est pour l'exécutif qui a nommé. C'est ça qui fait nous dans cette situation. Nous, croyons que l'important, nous demander à conseil de transition pour le capable de faire ça que nous demandons. Nous espérons qu'il y a tendu ça nous dit et il n'y a pas appliqué. Merci. Dans presque tout là et délégué viennent connaître exactement, viennent informer de plus sur la décentralisation. Qui sa constitution te dit, qui pour faire. C'est de ça qui n'a pas parlé d'information aujourd'hui. Combien de départements qui réunissent là? Nous avons 10 départements qui réunissent, il y a un représentant de 10 départements qui réunissent. Après atelier ça qui attend. Attendre nous, c'est tant ça que nous voyons monsieur qui a dirigé n'a pas suivre comment il va l'appliquer ça. Si ça pas appliqué, pas ta bonne réponse, n'a toujours réuni encore pour nous demander ou nous exiger pour faire ça. Nous business dans le pays. Nous business dans le pays. Délégué Azek Kazek, nous business. Oui. Et de la chose à venir dans l'élection, nous allons être président, nous allons être député, nous allons être sénateur, nous allons être magistrat Azek Kazek. Nous business, nous sommes capables et nous pouvons bien. Merci beaucoup. Son message, nous voyons tout les locaux. Nous publions, nous voyons le président. Parce que nous publions dans le pays. Il faut nous le président. Pour nous respecter les droits nous. Parce que si nous faisons mon job, nous voyons le président. Nous allons l'élection pas venir. Merci beaucoup. International là tout qui peut appuyer au développement des collectivités territoriales. Donc si il y a une association au niveau des 4 entités territoriales, il est possible pour une synergie qui fait entre eux pour bataille contre le Parlement qui ne pas faire exécutif là appliquer loi sur le développement local. En ce qui a trait à organiser collectivité pour permettre que nous arrivions à joindre services déconcentrés et pour assembler, contrôler l'action gouvernement local et pour assembler interdépartemental, contrôler l'action gouvernement central, son façon pour nous assister au Conseil des ministres, action que le ministère déconcentré dit fait à travers
pays pour nous démentir parce que c'est eux-mêmes qui rendent le pays pas qu'à décentraliser. Si la Chambre des députés, Chambre Sénat, te prend décision pour bloquer l'élection indirecte, aujourd'hui, nous demandons CPTA de fait prendre des décisions pour permettre que la collectivité rende la population service et pour aider le pays à entrer dans le service de sécurité sociale, sécurité sur toute la ligne, parce que c'est la collectivité qui chita dormi avec la population. Tout délégué dans tout le pays qui représente la jeudi là. Mon message pas c'est spécialement pour les femmes qui veulent intégrer dans la politique. Là où le Parlement envoyé mon élection, ou pas même jeune 3 femmes dans le Parlement. Je voulais pour mesdames actifs dans la politique. Il faut nous faire politique, mesdames, parce que c'est nous-mêmes qui nous cabaye et pays en bagaille pour nous faire côté nous là. Parce que dit ouais, on chante qui dit donner le monde aux femmes. Pour que ça nous-mêmes nous pas prendre un monde là pour nous diriger. Mettez nous mesdames pour nous prendre un monde là pour nous diriger. C'est ça me dit merci. Je dois vous dire qu'en plus qu'on a réalisé l'analyse globale, mais aussi on a réalisé une analyse sexo-spécifique pour pouvoir regarder l'aspect genre de manière particulière. Il y a la FAO, il y a le PAM qui nous ont accompagnés techniquement. Il y a le ministère de l'Agriculture qui a porté ce travail. Porté ce travail dans le sens que le ministère de l'Agriculture a endossé le travail sur le plan financier, parce que la CNSA dépend du ministère de l'Agriculture, mais aussi il y a différentes directions ou coordinations au niveau du ministère qui ont participé de manière active dans l'analyse dans la réalisation de cette analyse. Je m'en voudrais de ne pas souligner la participation d'institutions étatiques comme le ministère des Finances, l'UEP du ministère des Finances, le ministère de la Planification, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Éducation nationale par le biais du programme national de cantine scolaire, le ministère des Travaux publics, notamment en la direction de l'eau potable et d'assainissement, et le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, pour ne citer que cela. Et il y a un accompagnement de taille qui nous a été fourni, c'est l'unité de support global de l'IPC au niveau de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et à ce titre, nous avons le coordonnateur régional qui est avec nous en ligne. Il s'agit de Jerry Aguero, et c'est un infatigable. Il a accompagné le processus du début jusqu'à la fin, et aujourd'hui encore, il est avec nous pour supporter cette présentation des résultats. Que tout ce beau monde trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Et je termine pour souhaiter, et ce n'est pas juste un souhait, c'est déjà une concrétisation, que les différents décideurs s'adhèrent ou s'approprient de ces données, de ces informations ce sont des informations qui vont permettre la prise de bonnes décisions pour pouvoir travailler, mettre en place des programmes de réponse, pas seulement des réponses d'urgence. Certes, il faut adresser des réponses d'urgence, mais aussi et surtout des programmes de développement. Parce que
si on reste juste à apporter des réponses d'urgence, eh bien, à chaque fois, on restera dans ce cycle infernal d'urgence. Il faut aussi rechercher l'articulation entre l'urgence et le développement, sans oublier que nous sommes dans un contexte de turbulence sociopolitique. Il faut aussi que les actions apportées puissent être des actions génératrices de paix. C'est en ce sens que nous sommes là ici avec les résultats qui vont être présentés. Certes, c'est des résultats qui montrent la gravité de la situation, mais il faut que nous prenons notre courage à deux bras pour faire face à cette situation, parce que nous savons que la situation n'est pas irréversible. Il suffit que nous nous mettions au travail, que nous adressons les bonnes actions et au bon endroit pour que nous puissions arriver à des résultats probants. 1, c'est la base. Niveau 2, c'est beaucoup plus avancé. Et après, développer des expertises pour avoir le niveau 3. Accompagner, faciliter des analyses, faciliter des formations, et être des formateurs pour arriver. Donc on a tout ça et une classification à la fin du mois d'août pour faire tout ça. Donc et en même temps, on a prévu un atelier de formation niveau 2. Parce qu'il y a, dans le groupe de travail technique, il y a beaucoup d'analystes de niveau 1. Mais on doit aller beaucoup plus loin pour qu'on ait aussi des analystes de niveau 2. Et ce n'est pas la CNSA qui certifie, c'est une certification mondiale. C'est l'unité de support global qui supervise, qui réalise et qui certifie avec un certificat de reconnaissance internationale. Donc on a tout ça et depuis maintenant jusqu'au mois de novembre pour faire ce travail. Et en fait, tout ce que nous venons de dire là participe de l'ensemble d'objectifs pour mettre à disposition des décideurs à différents niveaux des informations actualisées sur la situation de sécurité alimentaire dans le pays. La situation socio-politique est turbulente, donc nous avons besoin de l'appui des uns et des autres pour mettre en œuvre ces chantiers. Donc là, je pense que je vous mets au courant un peu des chantiers de la CNSA et vous allez être sollicités, que ce soit les différents partenaires qu'on a, le groupe de travail technique, la presse qui est là avec nous, et je dois vous dire que nous commençons à faire la formation pour des journalistes et nous allons continuer à le faire pour qu'ils puissent aussi être en mesure de comprendre de quoi nous parlons quand nous parlons de IPC, IPC en termes de sécurité alimentaire, quand nous parlons de phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 et phase 5, quand nous parlons d'insécurité alimentaire aiguë versus insécurité alimentaire chronique, qu'est-ce que cela charrie, et la malnutrition aiguë, comment est-ce que ça contribue à comprendre la situation ou bien à faire des analyses intégrées. Mesdames et messieurs, je pense que là, vous êtes déjà des partenaires du domaine de la sécurité alimentaire. Eh bien, nous allons continuer à faire la route ensemble parce que c'est un domaine fondamental, surtout si nous arrivons à faire
le rapprochement humanitaire, développement et paix. Parce que nous sommes dans un pays où on a besoin de pacifier les différentes zones. Mais pour pacifier, ce n'est pas uniquement avec un discours. Il faut pacifier aussi avec des actions. Et la sécurité alimentaire et la nutrition représenteront des actions phares pour pouvoir aider à une pacification si on s'y tient bien, si on prend bien, si on se prend bien et si on fait l'intégration, si on fait l'intersectorialisation et qu'il y a une mutualité qui se fait dans les actions. Mais nous n'avons pas le luxe de l'inaction ou de l'indignation seulement. Nous devons transformer ce constat en un appel à l'action immédiate. Bien sûr, l'action humanitaire doit être à la hauteur de cette urgence. Nous devons répondre vite, avec dignité, pour que la faim ne soit pas une punition de plus dans la douleur de l'exil. Mais le coordonnateur Cazot l'a bien rappelé, nous devons aller au-delà de l'urgence. Consolidons ensemble un réseau de cantines scolaires basé sur la production locale, afin que les enfants mangent à l'école et que les petits producteurs vivent de leur travail. Je remercie aussi ici le ministère de l'Agriculture pour son engagement indéfectible dans ce combat, à travers le programme PARSA, qui permet déjà à plus de 150 000 enfants de manger chaque jour à l'école, grâce à une alimentation issue des filières agricoles locales. Étendons également le système de protection sociale avec le ministère des Affaires sociales et du Travail, pour qu'aucune famille ne soit laissée de côté et dispose du minimum vital pour manger, se soigner et éduquer ses enfants. Enfin, intensifions notre soutien à l'agriculture familiale et aux marchés locaux pour relancer les moyens de subsistance là où c'est encore possible. Mesdames et messieurs, je terminerai cette phrase de Jacques-Stéphane Alexis. Les peuples sont des arbres, ils fleurissent à la bonne saison. Faisons en sorte ensemble que cette saison arrive bientôt. Ce rapport n'est pas une fin en soi, c'est un appel à l'action. Nous savons ce qu'il faut faire, nous savons où sont les besoins, et nous savons que le temps presse. Merci. Tout d'abord, je tiens, à vous transmettre les salutations cordiales de notre représentant qui est malheureusement en déplacement en dehors du pays, mais qui suit avec beaucoup d'attention les résultats de cet atelier. De mon côté, c'est vraiment un honneur d'être ici aujourd'hui. J'ai été impliquée pour la dernière fois dans un exercice IPC en Haïti il y a plus de 10 ans. La toute première fois, on a fait une analyse IPC dans ce pays. Donc pour moi, c'est vraiment un orgueil et une fierté de voir qu'on a beaucoup évolué, on a renforcé le processus et que malgré tous les défis de ce pays, il y a encore des partenaires qui sont capables d'aller sur terrain et de collecter l'information et de mettre cette information au profit des décisions programmatiques et du plaidoyer pour le peuple haïtien, qui est le résultat de cette analyse. Quand j'ai fait ma dernière analyse EPC, comme je le disais, il y a plus de 10 ans, on discutait d'avoir 2% de la population en phase 4. C'était après le tremblement de terre. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous en portent encore les cicatrices. Aujourd'hui, on est presque rendu à 20% de population en phase 4. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de la population entre phase 3 et 4. Et la population, ça veut dire les enfants de ce pays, les mamans, les personnes âgées les plus vulnérables, qui le soir, comme le disait très bien M. Cazot, doivent faire un arbitrage pour décider ce qu'ils vont manger, à qui ils vont donner à manger et est-ce qu'ils vont aller se coucher avec l'estomac plein ou vide. C'est une situation très préoccupante et pour moi, pour l'institution que je représente, le souhait pour aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir donner, de pouvoir être les ambassadeurs de ces hommes et de ces femmes haïtiennes qui n'ont pas assez à manger et de pouvoir transformer ces données qui sont pourtant très importantes et très parlantes en soi, mais il faut vraiment qu'on puisse réussir à développer un discours, une narration très puissante et très convaincante pour tous les partenaires qui nous appuient et pour le monde entier, pour que, comme Clément le disait aussi si bien, pour qu'on puisse prendre action. Comme vous savez, depuis la dernière analyse en septembre 2024,
Le monde a changé, le contexte a changé. On a besoin aujourd'hui d'être encore plus précis, d'avoir des chiffres encore plus rigoureux, d'avoir une analyse encore plus convaincante pour pouvoir être sûr que ce qu'on présente aujourd'hui ne reste pas juste un titre sur un journal, mais qu'on puisse vraiment avoir les moyens de faire la différence pour les Haïtiens et les Haïtiennes sur terrain. Donc, au nom de la FAO, encore merci pour cet exercice. Pour nous, c'est très important et on est très fiers et contents de pouvoir l'appuyer. On espère de pouvoir continuer et on s'engage à continuer notre travail aux côtés du ministère de l'Agriculture, mais surtout au service du peuple haïtien pour qu'on puisse enfin peut-être avoir une bonne nouvelle lors de la prochaine analyse IPC, ce qu'on souhaite à chaque analyse, et surtout de pouvoir appuyer les Haïtiens et les Haïtiennes qui en ce moment souffrent une situation catastrophique. Merci beaucoup et bon travail. Je voudrais au prime abord, au nom du ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, M. Vernet Joseph, vous remercier de votre présence à cet atelier portant sur une problématique nationale, qu'est l'insécurité alimentaire. Je m'en voudrais de ne pas féliciter tous ceux et toutes celles ayant apporté leur contribution à l'organisation de cet événement avec enthousiasme et détermination. Également, tous ceux et toutes celles ayant cru que la problématique de l'insécurité alimentaire n'est pas une affaire individuelle sectorielle. Elle interpelle la participation véritable de tout un chacun, parce que c'est ensemble que nous devons affronter le défi qui est devant nous. Mes remerciements à l'endroit des institutions étatiques et non étatiques partenaires de l'analyse de l'IPC. Mesdames, Messieurs, Haïti est confronté au cours de ces dernières années à une crise alimentaire sans précédent, dont par son ampleur géographique et son intensité. En raison de la gravité et de la complexité de cette crise, elle a été désignée parmi les 26 pays dans le monde qui bénéficient d'un financement précoce de la Banque mondiale afin de préparer un plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire, connu sous le nom de FSCPP. La crise alimentaire a connu depuis 2024 une escalade. En témoigne l'augmentation du nombre de personnes en insécurité alimentaire. De 5,4 millions en août 2024, elle est passée à 5,7 millions de personnes en mars 2025. Le gouvernement en est pleinement conscient et a décrété l'état d'urgence de la sécurité alimentaire et sanitaire bien avant la publication des nouveaux chiffres. Nous devons le préciser clairement que le plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire existant est en parfaite cohérence avec l'état d'urgence décrété par le gouvernement. La mise en œuvre de ce plan est consubstantielle à l'analyse IPC qui facilite son opérationnalisation à des degrés divers. En effet, l'analyse IPC nous met en situation d'identifier les causes sous-jacentes de l'insécurité alimentaire. Suggère-t-elle des pistes d'intervention liées à des phases critiques qui appellent à un déclenchement du plan? Nous sommes pour l'heure en situation de valoriser l'IPC, devant aider à mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la réponse, dans la réduction de l'insécurité alimentaire dans une zone donnée. Ceux qui militent en faveur de l'adoption d'un tel outil qui, à juste titre, doit se considérer comme un outil de planification, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des interventions dans le secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mesdames, Messieurs, permettez-moi au nom du gouvernement de souligner l'implication de cette nouvelle actualisation
en relation avec l'état d'urgence de la sécurité alimentaire et sanitaire. Cet état d'urgence a été décrété. Les institutions publiques et nos partenaires techniques et financiers doivent se mettre en mode d'urgence. Il convient donc de procéder sans tarder à une évaluation des besoins des populations et une évaluation des besoins financiers basée sur les nouvelles données. Prévues dans le concomitamment, il importe de mettre en place des dispositifs opérationnels prévus dans le plan, à savoir les dispositifs opérationnels de coordination, les dispositifs opérationnels de planification et de mise en œuvre du plan, et ceux de mobilisation des fonds auprès des bailleurs. L'équipe du ministère se tiendra toujours, comme toujours, aux côtés de la CNSA, appelée à jouer un rôle prépondérant dans la coordination stratégique de la réponse. Le ministre est déjà en mode de combat pour faire le plaidoyer auprès du gouvernement, comme il l'a fait sans répit depuis son accession à la tête du ministère de l'Agriculture, pour la mise en place de structures de gouvernance nécessaires à la gestion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle globalement et aux actions à prendre dans le cadre de cet état d'urgence de la sécurité alimentaire sanitaire spécifiquement. Pour finir, je tiens à exprimer les sincères remerciements du gouvernement à l'endroit de tous ceux et toutes celles qui ont facilité d'une manière ou d'une autre ce travail d'analyse et de classification qui servira d'éclairage, de cadrage pour la compréhension de la situation et des actions stratégiques de réponse en vue de réduire les déficits alimentaires, sauver des vies et protéger les moyens d'existence de la population concernée. Je vous remercie. En août dernier, la CNSA, de concert avec ses partenaires techniques et financiers, ont réalisé l'enquête nationale de suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ce qui a permis de collecter, de renseigner les résultats de la sécurité alimentaire, notamment le score de consommation alimentaire, l'indice de la diversité alimentaire, l'utilisation des moyens d'existence. Et sur la base de ces éléments, le GTT a fait l'analyse en août dernier et les résultats ici n'est qu'une mise à jour de l'analyse faite en août dernier. C'est quoi l'IPC? L'IPC fournit une série d'outils, un ensemble de procédures qui permet de classer le niveau de sévérité des crises alimentaires et nutritionnelles. C'est une approche qui est basée sur 4 valeurs fondamentales. La mise en place d'un consensus technique. La réalisation de l'analyse IPC implique la participation des expertises, des spécialités différentes dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La participation des experts, des spécialistes facilite l'exploitation d'un large éventail de preuves pour classer le niveau de sévérité de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et l'exploitation de ces preuves permet de fournir des connaissances simples, des connaissances exploitables. Et c'est un exercice soutenu par l'unité support globale, un exercice standardisé. Ça permet d'avoir une analyse rigoureuse, une analyse neutre. Les outils de l'IPC, les protocoles permettent de faire 3 niveaux de classification de manière séparée. La sécurité alimentaire aiguë, l'insécurité alimentaire chronique et la malnutrition. Pour faire la classification, l'IPC donne
un ensemble d'outils, notamment le cadre analytique qui permet d'apprécier un ensemble de paramètres de la sécurité alimentaire, notamment les facteurs de causalité qui impactent les dimensions de la sécurité alimentaire, notamment la disponibilité, l'accès, l'utilisation et la stabilité de ces trois dimensions de la sécurité alimentaire. Lorsque les dimensions de la sécurité alimentaire ont un comportement, nous voyons les résultats de la sécurité alimentaire qui sont affectés, à savoir la consommation alimentaire, le changement dans les moyens d'existence qui est en grande partie lié à la disponibilité, à la dimension de la sécurité alimentaire, et les résultats de deuxième niveau qui sont également affectés, la situation nutritionnelle et la mortalité. En utilisant les paramètres circonscrits dans le cadre analytique, le GTT, les analyses arrivent à répondre à 6 questions fondamentales. Quel est le degré de sévérité de la situation? Quand les populations seront-elles affectées? Où se trouvent les personnes les plus touchées? À combien est estimé le nombre de personnes en besoin? Et le nombre de personnes en besoin, quelle en est la cause de cette situation? Et qui sont les personnes les plus touchées pour permettre de faire des arbitrages parce que les besoins sont considérables. Et pour arriver à faire la classification, l'IPC permet d'utiliser le tableau de référence de la sécurité alimentaire qui est subdivisé en 5 phases, de la phase 1 à la phase 5. Les phases à droite, 5, 4, sont les phases les plus critiques. On a répondu à la question quel est le niveau de sévérité, où se trouvent les populations les plus affectées. En rouge, on voit les zones les plus affectées quand ces personnes sont en situation de besoin humanitaire, alimentaire, quand il est urgent d'apporter une assistance vitale à ces populations ayant un niveau de sévérité grave. C'est pour la période de mars à juin 2025. Il est urgent d'apporter une assistance aux populations classées particulièrement en phase 4 de l'IPC, qui sont ces zones classées en phase 4 de l'IPC. On a 2 questions que le cadre analytique nous permet de répondre. Combien de personnes sont en situation de besoin? Quelle est la prévalence de la sécurité alimentaire? À partir des résultats de la mise à jour de l'IPC, 5,71 millions de personnes sont actuellement en situation de besoin pour la période de mars à juin 2025. Et ces 5,71 millions de personnes représentent 51% de la population analysée. On a tout au bas de l'écran les pourcentages de population par phase. À noter, pour la phase 4, urgence de l'IPC, il y a 19% de personnes en phase urgence. En phase 3, nous avons 32% de population en phase de crise. Et quand on communique les résultats de l'IPC, on commence à avoir l'attention particulière pour les personnes classées en phase 3 au pire de l'IPC. Avec les personnes en phase 3 et en phase 4, en somme, pour la période de mars à juin 2025, le pays a 51% de personnes en phase 3 au pire de l'IPC. Pourquoi cela se produit? Quels sont les principaux déterminants de la situation alarmante des sécurités alimentaires?
nous avons l'intensification, l'extension de la violence des grandes armées qui paralysent la circulation interurbaine, qui paralyse la circulation des personnes et des biens. En septembre dernier, 2024, le pays a enregistré sa 6e année de récession économique. Et de la dernière analyse sortant du mois de août 2024, nous avons une inflation proche de 30%, une inflation à 2 chiffres. On a encore les effets résiduels du séisme du 14 août 2021 dans le Grand Sud. On a encore les effets résiduels du cyclone Matthew dans le Grand Sud. Des citernes endommagées ne sont pas encore reconstruites. Des bétails disparus ne sont pas complètement restaurés. Des parcelles, des infrastructures affectées ne sont pas encore tout à fait restaurées. On a également le faible niveau de l'assistance humanitaire. Avec la générosité de la communauté humanitaire, quand on regarde le taux de financement par rapport au financement requis pour le HRLP 2024, on a un taux de financement reçu qui est inférieur à 50%. Également, comme facteur déterminant de la situation actuelle, ce sont les pertes d'emplois formels avec les institutions qui sont contraintes de déposer les clés et les populations qui sont incapables d'aller au bord des rues, d'aller dans les espaces où ils sont accoutumés de réaliser les activités génératrices de revenus. Voilà les 6 questions fondamentales auxquelles les outils, les protocoles de l'IPC permettent de répondre. Malheureusement, le commissaire du gouvernement a décidé de déférer la majorité des prévenus au niveau du cabinet d'instruction. Sous le fallacieux prétexte que les charges reprochées à ces personnes, c'est des charges qui dotées d'une telle gravité que le pas qu'à laguer. Mais il faut dire que le laguer 3 personnes. Parce que le laguer 3 personnes, parce que DCPJ était recommandé pour laguer 3 personnes. Donc 3 personnes, c'est 3 personnes qui étaient
dans la caille pour Fan Victor là. Ça me passe généraux mais c'est 3 personnes Claudel m'a nous non après mais 3 personnes libérés mais tout reste moun yo cabinet d'instruction. Donc ce qui veut dire dans 13 personnes qui étaient là, il y a 10 qui a le cabinet, il y a 3 qui libérés. Donc le DG de la CAS n'a pas été libéré. Les 2 policiers qui étaient attachés à ce service n'ont pas été également libérés. Donc nous révoltés, après avocat nerveux, avocat me fâche en pile parce que et malheureusement on a pour faiblesse là, on a pour lenteur là, on a pour et manque de compréhension dossier parce que son rapport qui pas chita soigné, son rapport qui pas gagné la donne et malheureusement DCPJ fait foi avec ce rapport là dit. Pas aucun document, pas aucune preuve. Bon, le fait que des gens étaient en supportant un monde qui est malade, DCPJ décide de dire c'est gang là qui finance. Donc nous pensons que le travail technique qui va le fait là, malheureusement pas gagné fait. Donc tout le monde 10 yo Magali habitant pour Fan Victor et Léonard des Vallons, tout le monde sur le cabinet d'instruction plus 7 autres monde qui étaient avec député pour Fan Lakay. Donc en gros ça qui passé. Donc on n'est pas satisfait du tout. Malheureusement, c'est son parquet qui mérite changer rapide, changer monde qui l'a donné parce que franchement, nous t'as pas en bas de haut niveau, mais malheureusement ces gens n'ont pas assez de cran, n'ont pas de couilles pour prendre des décisions qui sont cadrées par rapport à la loi. Donc nous-mêmes c'est la loi qui boussole nous, c'est la loi qui tout nous, c'est le cap guide nous. Tout ça nous fait pour nous montrer que par aucun rapport avec ça des citoyens. Donc le commissaire il a décidé autrement. Le Kounia Litzou, par le bon fil, etc. Donc son rapport de 43 pages qui est mal charpenté, dépourvu de plan, dépourvu de méthodologie, donc vous sentez qu'il n'y a aucune preuve matérielle dans le rapport là. Donc le commissaire a fait foi, il diffère de sa cabinet, il diffère 10 mon cabinet et 3 autres il libère. Merci.